La campagne à Paris bat son plein. Est-ce que la gauche va pouvoir conserver la mairie? Est-ce que la droite peut gagner? Eh bien, c'est avec un invité de choix aujourd'hui qu'on va en parler. C'est le maire de Paris lui-même, le maire qui va donc abandonner son poste, enfin quitter son poste plus exactement, Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence dans ce studio. 3 petites questions. On va beaucoup parler de Paris, mais là, on va un petit peu sortir de la capitale. Hollande doit-il nommer un nouveau gouvernement après les municipales? Je ne suis pas à sa place et si j'avais des conseils à lui donner, je les lui donnerais à lui, mais je n'en ai pas. Et D'accord. je pense que ce qui est important, c'est le cap. Et je crois que le cap est pris. D'accord. Hérault à sa tête, toujours, de ce gouvernement? C'est la question pour le président de la République, pour le Premier ministre. En tout cas, moi, j'ai de l'estime pour Jean-Marc Ayrault. C'est un homme de qualité. D'accord. Alors, une question qu'on va pas manquer de vous poser souvent. Peut-il y avoir une vie ministérielle après une vie de maire de Paris? C'est pas mon projet. C'est pas votre projet. Votre projet, il est plutôt vers Bizerte. Pas seulement, il est à Paris, il est dans la vie, mais après le recul que je crois nécessaire, après 13 ans de responsabilités lourdes et passionnantes, Oui. il faut prendre du recul, rechercher une forme de lucidité, et ça prend plusieurs mois. Et après, je pense que l'engagement, parce que l'engagement restera, devrait prendre des formes nouvelles. D'accord. Alors, nous allons écouter maintenant quelqu'un qui est candidat à votre succession, qui s'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je suis très troublée, comme beaucoup de Parisiens aujourd'hui, de voir qu'il y a toute une génération qui, en fait, rêve de faire sa vie ailleurs. C'est aussi le sentiment que Paris n'est plus la ville de la réussite. Paris n'est plus la ville de la réussite. Qu'est-ce que vous lui répondez? Madame Kosciusko-Morizet ne connaît décidément pas du tout Paris. Depuis que je suis maire, il y a 125 000 Parisiens de plus, alors qu'on perdait par centaines de milliers des habitants, dont 16 000 familles et 31 000 jeunes. D'accord. Donc, ça veut... Non, mais ça veut dire que contredit les Paris est chiffres une qu'on ville contredise. est en dynamique. Mais ce n'est pas mes chiffres, hein. Ce sont les chiffres de l'INSEE. D'accord. C'est-à-dire que Paris connaît une vitalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis à surmonter. Mais c'est une des villes les plus attractives du monde. D'ailleurs, toutes les enquêtes internationales, qui sont faites non pas par des Français, mais des économistes, le Harvard Business Review ou le cabinet Deloitte, soulignent l'attractivité de Paris. 13 ans maire de Paris, qu'est-ce qui a changé avec vous à Paris? D'abord, il y a tous ces Parisiens en plus, cette diversité, il y a de nouveau des gens qui viennent s'installer à Paris, et il y a surtout une dynamique économique qui n'existait plus. Nous perdions par dizaines de milliers les entreprises, le taux de chômage à Paris était supérieur à la moyenne nationale. Il est de combien aujourd'hui? Aujourd'hui, il est d'un peu moins de 9%, et il y a surtout en solde net 82 000 entreprises de plus. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Nous avons créé 103 000 m² de pépinières d'entreprises. Nous avons soutenu l'activité, l'innovation, la recherche, parce que je crois qu'aujourd'hui, toutes les métropoles du monde ont une compétition à livrer et doivent être innovantes pour être dans le peloton de tête, ce qui est notre cas. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Moi, c'est les Parisiens que je suis le plus fier. Parce que les Parisiens, d'abord, de c'est un droite peu facile, comme de ça. gauche, non, je vous le dis franchement, vous l'avez dit, je n'abandonne pas, mais je quitte la responsabilité. Je suis très fier des Parisiens de droite et de gauche. D'abord parce qu'ils ont repris confiance dans leur vie ensemble. Il n'y a plus la mairie de Paris à la chronique judiciaire, c'est plus les emplois fictifs, les faux électeurs. Ils vivent ensemble et ils sont heureux de leur vie commune et ils vivent le débat contradictoire nécessaire à la démocratie avec une forme de respect les uns des autres. Et la vitalité de Paris, qu'elle soit démographique, économique, culturelle, toutes les innovations de Paris que l'on regarde dans le monde entier, Vélib, Autolib et Nuit Blanche, etc. Vous avez vidé Paris de ses voitures, hein, 20% de véhicules en moins. 25. 25%. 25% de voitures en moins, mais comme dans toutes les grandes villes du monde. Je remarquais dans votre journal ce matin qu'on me donnait Londres en exemple. Et Londres, avec son péage, mais sans les transports en commun que nous avons développés à Paris, est beaucoup plus embouteillé que Paris. Toutes les villes du monde sont plus étroites aussi. Toutes les villes du monde ont un problème de modernisation et de lutte contre la pollution. La qualité de vie des habitants, c'est quand même normal que ce soit une priorité pour un maire, mais c'est aussi un facteur d'attractivité économique, figurez-vous. Rétrospectivement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre candidature aux Jeux Olympiques de 2012 ? Je pense que... c'est un gros regret pour vous, ça. Nous, d'abord, je pense qu'on n'a pas assez pensé international. Je pense que le mouvement sportif français n'est pas assez puissant dans les fédérations
sportive internationale. Et enfin, troisième point, il y a eu quand même beaucoup de géopolitique. Et les 3 voix qui nous ont manqué, on les identifie à peu près. N'oubliez pas qu'il y a eu un accord entre Poutine, Berlusconi et Tony Blair. Très bien. Est-ce que la ville de Paris doit être candidate pour 2024 ? Je dirai à la personne qui me succédera quels sont les éléments du choix. Je n'ai pas, moi, en quittant la mairie de Paris dans 4 semaines et demie, à dire ce qu'il faut faire. Il faut être respectueux de la personne, quelle qu'elle soit, qui va me succéder. En revanche, c'est très volontiers que je dirai à cette personne quels sont les éléments du choix. Et il ne faudra pas oublier de savoir qui est désigné avant 2024, parce qu'il y a quand même des questions d'équilibre entre les continents. Vous avez entendu Jean-Claude Killy sur ce sujet, qui dit en France c'est toujours pareil, il y a un millefeuille, c'est compliqué, on part très fort et puis tout s'annule finalement après. Oui, j'ai lu et j'ai entendu Jean-Claude, et d'ailleurs, pendant les 2 candidatures, une que j'avais prise en cours, celle pour 2008 et l'autre pour 2012, Jean-Claude a eu beaucoup d'influence sur moi, donc il faut toujours écouter ses points de vue, à lui et à d'autres, bien sûr. Et je suis content qu'il y ait un président d'une fédération internationale, Bernard Lapassé, qui soit au cœur de la réflexion. C'est très bon signe. Alors, la fiscalité, les dotations de l'État vont normalement diminuer dans les années à venir. On parle de 10 milliards d'euros. Comment les compenser à Paris ? Ça va être très dur, d'ailleurs. Je pense que la candidate Vous allez pouvoir... D'abord, je ne serai pas... La candidate qui dit qu'elle n'augmentera pas les impôts est crédible. Celle qui dit qu'elle va les baisser n'est pas crédible. Parce que même si nous avons... clairs, celle qui dit qu'elle ne va pas les augmenter, c'est Anne Hidalgo. Celle qui prétend qu'elle va les baisser ne dit pas la vérité. Parce que nous avons d'abord les impôts locaux les plus bas de France. À Bordeaux, on paye 3 fois plus en taxes d'habitation ou en taxes foncières. Ça, c'est pour le jardin de Juppé, ça. Mais non. Moi, j'ai plutôt de l'estime pour Alain Juppé. Simplement, il faut être rationnel et honnête intellectuellement. Deuxièmement, on a un taux d'endettement qui est assez faible à Paris, contrairement aux autres grandes villes de France. Et enfin, nous avons un taux d'investissement considérable. On a investi beaucoup, beaucoup, mais en autofinançant notre investissement à 85%. Vous vous rendez compte ? L'emprunt n'a été que 15% de cet investissement considérable, 8 milliards et demi. Donc, je pense qu'il faut que Paris reste dynamique, bien géré. C'est très difficile de gérer au plus juste Paris, de faire beaucoup d'économies. Nous en avons fait beaucoup, y compris en 2014, mais il ne faut pas le faire avec des slogans. Ça, ce n'est pas la qualité d'un entrepreneur. 13 ans que vous êtes maire, depuis 13 ans, il y a une littérature abondante sur Paris, sur votre gestion. Et alors, il y a quelque chose qui revient régulièrement, notamment dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Heureux comme un socialiste en France », c'est de dire que finalement, on critiquait beaucoup le système Chirac, mais qu'avec Bertrand Delanoë, il y a eu finalement plus d'agents municipaux que du temps de Chirac, 10 000 de plus. Il y en avait 40 000 sous Chirac, et avec Bertrand Delanoë, on est passé à 50 000. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 2 milliards d'euros, dont un tiers pour la masse salariale. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, le système de la droite à Paris, c'était les emplois fictifs et les faux électeurs. Oui, c'était quelques postes. Écoutez, il y a eu des condamnations importantes. J'essaye de ne pas être cruel et de ne pas citer de nom. Bien. Deuxièmement, le service public parisien, c'est à la fois une mairie et un département. Nous sommes aussi un conseil général. Et il faut savoir que depuis 2001, nous avons d'abord beaucoup déprécarisé. Beaucoup de gens qui étaient sur des postes contractuels sont devenus titulaires parce qu'on a eu une politique sociale. Il y a eu l'accord sur le partage du temps de travail qui n'avait pas été mis en œuvre par nos prédécesseurs. Et enfin, on a ouvert 10 500 places en crèche. On a créé beaucoup d'équipements sportifs, culturels, des bibliothèques, des médiathèques. Attendez, comment vous voulez créer ces éléments du service public et de la cohésion de la société parisienne si ne vous mettez pas ceux qui vont les faire fonctionner? C'est comme quand Mme Kosciusko-Morizet prétend qu'elle va étendre les horaires la nuit, le dimanche, mais qu'elle va supprimer 2500 postes. Impossible. Mais non, mais c'est pas sérieux et c'est pas crédible. Le logement. Oui. 100 000 demandeurs d'emploi quand vous êtes de logement quand vous êtes arrivé. On prétend qu'il y en a 130 000 aujourd'hui. Exactement, dont 30% ne sont pas parisiens. Ah, d'accord. Ah, 30% ne sont pas parisiens. Et entre-temps, il y a 125 000 Parisiens de plus. Et ce que je veux dire... Est-ce qu'on construit assez à Paris, néanmoins? Ah, c'est jamais assez. Mais vous savez, on a gagné quand même 5 millions de mètres carrés. Nous sommes une des capitales les plus petites en termes de superficie. De surface. On n'a que 105 km². On a quand même gagné 5 millions
de mètres carrés. Je vais vous dire qu'au-delà des 70 000 logements sociaux que nous avons financés, il faut savoir que contre l'avis de la droite, nous avons pu protéger 13 000 familles des classes moyennes de la vente à la découpe. C'est-à-dire que nous avons acheté des appartements pour qu'ils ne soient pas chassés en banlieue. Il y avait un prêt à taux zéro ridicule. Avant que je sois maire, ça bénéficiait à quelques dizaines de personnes par an. Il y a 19 000 familles parisiennes des classes moyennes qui ont pu devenir propriétaires grâce à l'aide que nous leur avons apportée. Je n'ai pas terminé. Dans les attributions de logements, 30 000 logements ont été attribués à des classes moyennes, et ça par une commission indépendante. Je n'en ai pas attribué un seul moi-même, puisque vous parliez du système qui m'avait précédé. Donc c'est faux de dire que... Moi je ne dis pas les noms, vous voyez, plus sévère que moi. Moi je peux les dire. Moi je suis respectueux des personnes. Est-ce que... donc c'est faux de dire que Paris est un aquarium de bobos? Mais non, 70% des Parisiens sont des classes moyennes ou des classes populaires. C'est-à-dire 70% des Parisiens ont des revenus qui correspondent à l'accès au logement social. D'accord. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que Paris étant trop petit, il faut absolument maintenant gérer les questions de logement et d'urbanisme au niveau de l'agglomération parisienne, d'où la pertinence de la création de la métropole au 1er janvier 2016. Est-ce que vous trouvez pertinent le projet qu'a présenté Madame Hidalgo sur l'avenue Foch? Je trouve vous l'auriez fait, vous? Non. Ah. Mais Anne Hidalgo, dont je suis très fier, je lui avais dit, fais du neuf, innove, il faut absolument que tu te mettes dans les années 2016-2017. Elle fait preuve de créativité, mais avec la crédibilité de la compétence. Je vais vous dire sur l'avenue Foch. Ce que je trouve très intéressant, c'est de faire en sorte que sur l'avenue elle-même, il y ait une végétalisation. Regardez, allez avenue Foch. C'est vrai qu'on peut embellir cette avenue et la relier au bois de Boulogne. Deuxièmement, et j'étais sensible à ce que disait le président de Paris-Dauphine, l'université, c'est que, oui, qui n'est pas, à mon avis, un homme de gauche, mais qui est un homme intéressant avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est qu'il faut désenclaver cette université. Et donc, s'il y a des espaces sur lesquels on peut faire du logement, mais pas sur l'avenue Foch, aux abords de la porte Dauphine, je pense que c'est intéressant. Et Anne Hidalgo, une fois de plus, fait preuve de créativité, de compétence. Et puis, je vais vous dire... Mais vous avez dit au début que c'était pas un projet que vous auriez fait. C'est pas un projet que vous auriez fait. Non. Le maire de Paris de 2014 à 2020 ne devra pas être le décalque du maire de Paris de 2001 à 2013. Évidemment. Si moi-même j'avais été candidat, j'aurais essayé d'innover et de faire preuve d'audace. C'est ce que fait Anne Hidalgo. Alors il y a un autre gros sujet qui s'invite dans cette campagne, c'est la sécurité, qui est un sujet pour lequel elles n'ont pas la même réponse, c'est Madame Hidalgo et Madame Kosciusko-Morizet. D'abord, une question. Peut-être parce qu'Anne Hidalgo connaît le dossier. Alors, on va voir. Sur le maquillage des chiffres, parce qu'on apprend que les chiffres, depuis des années et des années, sont maquillés par la préfecture de police de Paris, depuis 10 ans, pour atténuer. Vous voyez à quel gouvernement ça correspond? Mais moi, je suis là pour vous poser des questions. Oui, mais moi, donc j'attends votre. Et moi, je suis là pour donner des explications. Alors, justement. Comment vous expliquez tout ça? D'abord, c'est un rapport qui est fait par l'Inspection générale de l'administration, qui n'est ni de gauche ni de droite. Non, je suis surpris parce que moi, je suis toujours non pas naïf, mais je préfère croire dans la bonne foi de mes interlocuteurs. Et j'ai eu pour partenaire pendant 10 ans, sur mes 13 ans, des gouvernements de droite. J'ai essayé d'être pragmatique et efficace. J'ai augmenté la contribution de la ville de Paris au budget de la préfecture de police de plus de 50%. Il est de combien aujourd'hui? 230 millions, 36 millions de... Donc il était... non, la contribution de la ville. De la ville. La contribution de la ville. Oui, oui. Bon, donc le budget de la préfecture de police a été abondé par la ville de Paris de plus de 50%, et c'était avec des gouvernements de droite. J'ai commencé avec un gouvernement de gauche, 10 ans de gouvernement de droite, 2 ans de gouvernement de gauche. Ensuite, nous avons nous-mêmes pris nos responsabilités pour ce qu'on pouvait faire de complémentaire à la police nationale, c'est-à-dire les effectifs de la direction de la sécurité parisienne, municipale, c'est-à-dire les inspecteurs de sécurité. J'ai créé les correspondants de nuit, 10 équipes de correspondants de nuit, et qui n'existaient pas avant que je sois maire. Et je constate que les maires d'arrondissement de droite, comme la maire du 17e, est très contente que j'installe. Mais bien sûr, mais parce que nous sommes pragmatiques. Vous savez, les questions de sécurité, où on les exploite de manière politicienne,
on les traite. Oui, il y a des problèmes d'insécurité dans les sociétés urbaines du XXIe siècle. Il faut les traiter par de l'efficacité. C'est ce que j'ai essayé de faire avec des gouvernements de droite, avec le gouvernement de gauche. Ce que je constate aussi, c'est que le gouvernement auquel appartenait Mme Kosciusko-Morizet a supprimé 1500 policiers à Paris et que le gouvernement actuel en a remis pour la première année après la sortie des écoles 337 de plus. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Kosciusko-Morizet qui dit « Moi, je veux créer une espèce d'embryon de police municipale avec justement les agents des squares, les agents de la circulation ». Vous voulez que je vous raconte quelque chose? Est-ce que c'est possible, ça? Quand je suis devenu maire de Paris, j'ai demandé à Jacques Chirac, président de la République, si il était pour que je crée une police municipale. Il a dit « Surtout pas, monsieur le maire ». Je dis « Mais vos amis me demandent de le faire ». Mais non, faites pas. Quand Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur, je dis « Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous êtes pour une police municipale à Paris ?» Il me dit « Surtout pas ». Je dis « Mais vos amis à Paris ?» Bon, j'ai recommencé quand il a été élu président de la République. Bref, la droite ne veut jamais de police municipale à Paris quand elle est en responsabilité. Et quand elle est dans l'opposition, elle dit n'importe quoi. Madame Kosciusko-Morizet, j'ai vu hier, ajouter en plus l'insulte. C'est son problème, ça la qualifie, elle, pas moi. En tout cas, les questions de sécurité, c'est pas de la manipulation de chiffres, c'est pas des slogans, c'est du travail concret, modeste, volontaire, en étant conscient qu'il y a des femmes et des hommes qui ont besoin de cette sérénité de la vie collective. Social traite, c'est pas un mot que vous auriez... C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. D'accord. Qu'est-ce qui fait... Il n'y a pas que ça, hein. Oui, oui. Il y avait le mur de... Le mur des Je cons. crois même qu'elle y a mis certains de ses barons à elle. Bon, c'est son problème. Qu'est-ce qui différencie vraiment Anne Hidalgo de Nathalie Kosciusko-Morizet, en dehors du fait qu'il y en a une qui est plutôt de gauche et l'autre de droite? Ah non, il y a beaucoup de choses qui les différencient, mais si je veux être simple, je dirais d'abord la relation à Paris. Anne Hidalgo a une relation authentique, forte, affective même. À Paris, les Parisiens commencent à s'en rendre compte. Madame Kosciusko-Morizet, je laisse les Parisiens apprécier. Deuxièmement, la compétence et la crédibilité. Anne Hidalgo a une vraie expérience de la gestion de Paris et son projet est crédible, il est travaillé, il a été élaboré avec les Parisiens. Mais on voit qu'elle sait de quoi elle parle. Madame Kosciusko-Morizet nous annonce même qu'on va couvrir le périphérique gratuitement. Moi, je l'ai couvert à 2 endroits. Porte des Lilas et Porte de Vanves. Combien? Et d'ailleurs... Ça coûtait cher? Ça coûte des milliards. Bon, mais ça vaut la peine parce qu'on fait des jardins, on fait un cinéma, on fait du lien entre les communes voisines et Paris. Simplement, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et surtout, je vais vous dire, les Parisiens de droite comme de gauche, ils n'ont pas envie qu'on les prenne pour des imbéciles. Ce sont des citoyens très intelligents. Merci, c'était le talk Orange Le Figaro de Bertrand Delanoë qui ne se représente pas à sa réélection pour la 3e fois, qui nous dit pas de quel avenir il veut faire sa vie. Mais si, je vous le dis. Oui, mais vous me croyez pas complètement. Et qui nous a dressé le bilan de Paris, Paris qui a attiré davantage sous ses 2 mandats, davantage d'habitants, en tous les cas 130 000 habitants supplémentaires. Et puis il nous a dit tout ce qu'il pensait de la sécurité et du logement dans cette ville qui pourrait être candidate aux Jeux Olympiques en 2024 si le dossier est bien ficelé. Merci Bertrand Delanoë. Merci à vous.